l'as programmée pour qu'elle flirte avec moi ? Si c'était le cas, ce serait de la triche ? Est-ce que tu l'as programmée pour que je lui plaise ? Oui ou non ? Je l'ai programmée pour être hétérosexuel. Ainsi que tu as été programmé pour être hétérosexuel. Personne ne m'a programmé pour être hétéro. C'est un choix délibéré. Je t'en prie. Bien sûr que tu as été programmé. Par nature ou culture ou bien les deux. Et pour être franc, tu commences à m'énerver parce que là, c'est ton insécurité que j'entends. C'est pas ton intérêt. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique ? Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Dans Ex Machina, film d'Alex Garland en 2014, Nathan, patron de Blue Book, sorte d'hybride entre Zuckerberg et Sergey Brin, est le génial créateur d'Ava, une IA prenant les traits d'un robot féminin aussi séduisant qu'inquiétant. C'est lui qui tient ses propos quand son employé Caleb lui demande s'il a programmé Ava pour le séduire. Serait-ce de la triche ? Au fond, si nous sommes nous-mêmes, en tant qu'humains, déterminés par un certain nombre de paramètres, issus de notre éducation, de notre culture, nos expériences, etc., alors en quoi les modéliser afin de mieux nous comprendre et in fine nous offrir le bon produit ou la bonne expérience utilisateur serait de la triche ? Hier, quand j'utilisais un mixeur pour me préparer un jus, j'avais conscience de faire appel à une machine dont la seule vocation était de me servir un simple objet capable d'automatiser une tâche physique pénible, quoi. Bref, j'avais conscience de faire appel à un outil. Mais prochainement, avec les robots dits émotionnels, aurais-je encore conscience de ne faire appel qu'à une machine ? Oserons-nous encore parler de machine d'ailleurs ? Aurais-je encore conscience de ce qui nous différencie ? Ou aurais-je l'impression que cet autre, fait de silicium et de silicone, possède sa propre conscience, comme certains chercheurs et patrons de Big Tech le voudraient ? Demain, quand mon mixeur sentira à mon humeur matinale qu'il faut me servir un jus plus réconfortant qu'hier, et rajoutera un peu de persil parce que ma smartwatch lui aura cafeté que je manque de fer en ce moment, lui serais-je reconnaissant comme envers une barista prévenante et douée d'empathie ? Et si en plus mon mixeur ressemble à Ava, il y a de quoi nager dans le bonheur. Non, dit autrement, notre rapport à la machine est-il en train de changer ? Jusqu'où ? Et avec quelles conséquences sur notre psychologie et nos rapports aux autres humains ? Car lorsque je préférerais mon robot mixeur émotionnel à ma barista du coin, cela en dira long sur nos relations interpersonnelles. Ouais, tout ça c'est du pipeau. En êtes-vous bien sûr ? Demander son chemin, la météo ou le casting d'Ex Machina à un assistant vocal, comme aussi naturellement qu'on le demanderait à un copain, qui l'aurait imaginé crédible au début de ce siècle ? Ouais, enfin, c'est un panneau marketing qui puise ses références dans la SF. C'est vrai que les big tech ont l'art et la manière de nous faire prendre des vessies pour des lanternes connectées, à grand renfort de storytelling, de nudge et autres techniques d'influence. Mais là où autrefois les auteurs s'inspiraient des travaux de recherche en cours, auxquels peu de personnes avaient accès, aujourd'hui ce sont les chercheurs qui s'inspirent de la science-fiction. Pourquoi as-tu créé Ava ? Demande Caleb à Nathan, qui lui répond du tac au tac. C'est une question étrange. Tu ne le ferais pas, toi, si tu le pouvais ? Et voilà, la grande question éthique. Pouvons-nous, au sens moral, faire quelque chose parce que nous pouvons le faire au sens technique ? Que l'on en ait la compétence, les moyens ou simplement l'occasion. C'est ce que nous allons explorer dans cet épisode, mais avant de lancer la grande interview avec Laurence de Villers, c'est l'heure du warm-up avec Mick, Thibaut et moi-même pour vous servir. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Salut Mick, salut Cyril, c'est cool de se retrouver pour ce nouvel épisode. Salut, bonjour à tous. Comment ça va ? Écoute, moi j'étais un peu malade sur toute la semaine, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je tenais à vous en parler, puisqu'on est sur le point santé de la journée. Puis on est sur les émotions aussi, donc ça tombe bien. Exactement, mais là c'est la grande forme. Je suis ravi qu'on reçoive Laurence de Villers, qui me passionne, que moi je suis de longue date sur ses travaux, donc un vrai plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec elle aujourd'hui. Et on va parler en plus d'un domaine passionnant qui est celui de la robotique, de l'IA et des robots émotionnels globalement. Et c'est un sujet qui est très vaste, hein. On voit qu'il est largement aussi repris dans la culture populaire et cinématographique en principal. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on a des choses autour de tout ça. On parle plus des séries type Westworld, ou on parle plus non plus de nombre de films dont IA et d'autres, j'en passe et des meilleurs, qui nous parlent de tout ça et de la façon dont l'émotion joue un rôle très important dans notre rapport à la machine.
Oui, et c'est d'autant plus un vieux sujet que l'intelligence artificielle, ça date pas d'hier, hein, ça a débuté il y a très 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 longtemps. Alors chacun sait maintenant avec la machine de Turing que c'est un peu les prémices des premiers algorithmes, etc. Le fameux test de Turing, on en reparlera peut-être tout à l'heure, hein, puisque certains disent qu'il est passé déjà depuis très longtemps finalement. Il y a eu l'hiver de l'IA, hein, où finalement il n'y avait pas suffisamment de data, il n'y avait pas suffisamment de puissance de calcul. Donc, et puis il y a quand même des gens qui ont lutté dans cet hiver, notamment je pense au Français Yann Lequin, qui est bien connu et qui finalement est devenu un des big boss de l'intelligence artificielle à travers le monde. D'ailleurs, ça sera intéressant d'interroger Laurence parce que, en gros, à chaque fois qu'on voit qu'il y a un big boss chez un big tech de l'IA, c'est un Français. Alors, on pourra s'interroger sur pourquoi tous nos cerveaux fuitent comme ça. Mais voilà, c'est un vieux sujet, effectivement. Pas tous quand même, hein, mais t'as raison, il y a un sujet. Moi, ce que je trouve chouette, j'ai fait un peu de recherche sur tous ces domaines-là. Les robots émotionnels, finalement, on va venir mixer deux choses, deux domaines qui sont au départ assez différents. La robotique, c'est vraiment le monde de la mécanique, et puis tout le domaine de l'IA. Effectivement, ça remonte pas à hier quand même. Le terme robot, je sais pas si vous le savez, il est apparu dans les années 20, et c'est dans une pièce de théâtre tchèque. C'est totalement inattendu. Moi, je pensais même que c'était un terme en fait encore plus ancien. Non, il date de 1920 pour être précis. Et en 2020, on se retrouve avec 9 millions de robots sur Terre. Enfin, on se retrouvait puisque là, on enregistre, on est en 2022. Il y en a certainement encore beaucoup plus. 9 millions, ça commence à faire beaucoup. Ça. Ouais, mais si on veut continuer dans les pages historiques, finalement, les premiers objets animés, des êtres même animés façon marionnette, c'était un Français. Là aussi, c'était Vaucanson. Tout ça va chercher très très loin. Le mythe du golem dans la culture hébraïque qui a donné après le mythe de Frankenstein et qu'on retrouve finalement dans tous les films qu'on a cités, c'est-à-dire l'homme démiurge qui crée un objet, enfin qui a sa créature qui finit par le dépasser. Tout ça, ça vient convoquer une culture populaire qui fait que encore aujourd'hui, quand on parle d'IA, quand on parle de robots, en tout cas dans notre culture occidentale, eh bien on en a peur. Là où dans d'autres cultures, on le verra peut-être tout à l'heure d'ailleurs, on n'a pas du tout le même rapport. C'est cette quête de vouloir avoir un autre soi robotisé et au lieu d'avoir l'individu, est-ce qu'on devient de plus en plus, allez, on va s'en tirer les grands clichés, de plus en plus égoïste, qu'on a besoin d'avoir un autre qui soit pas humain, ou est-ce qu'on se sent si seul qu'il nous faut un accompagnement? En parlant de solitude, j'avais travaillé dans des maisons de retraite et ils avaient mis en place justement des robots pour aider les personnes âgées. Alors, on peut trouver ça complètement utopique et complètement ridicule. Chose curieuse, c'est que les personnes âgées commençaient à s'y attacher. Ça faisait une présence. Alors, même s'ils étaient robotisés vraiment à l'ancienne, moi, ça m'a vraiment interloqué de savoir que même pour les personnes âgées, c'était une présence et une présence intéressante. Donc, il y a quelque chose autour de la robotique, de cette présence justement, qui nous fait revenir peut-être un peu moins seul. Peut-être que. Et il y a un pays qu'il faut suivre de très près sur tous ces sujets-là, c'est le Japon, qui a beaucoup développé effectivement les robots émotionnels pour assister les personnes âgées, pour accompagner les enfants, pour accompagner à chaque moment de la vie. Il faut savoir qu'au Japon, il y a 20 fois plus de robots que au Royaume-Uni. Alors j'ai trouvé ce chiffre-là, j'aurais adoré vous dire combien il y en a pour la France, mais ça montre bien à quel point le Japon, et c'est nourri visiblement par le shintoïsme, fait que c'est au cœur de leur culture et qu'il y ait une acceptation du robot et même une acceptation émotionnelle de la robotique dans la vie quotidienne pour accompagner les sentiments. Oui, la révolution, effectivement, Astro Boy, etc. Sur la robotique sociale et sur son intérêt, c'est vrai que ça fait quelques années déjà qu'on en a des éléments de preuve. Et là encore, dans la robotique en France, on a plein de chercheurs et de chercheuses. Alors on a une invitée de marque avec Laurence aujourd'hui, mais comment ne pas citer, puisqu'on est nantais, Sophie Saka, qui est extrêmement réputée aussi sur la robotique et notamment qui a une superbe association qui s'appelle Rob Autisme et donc qui accompagne les enfants autistes grâce à la robotique. Il y a plein de sujets hyper intéressants et porteurs d'avenir et d'espoir. En revanche, il y a aussi donc tout l'autre versant de la montagne avec ces craintes que l'on place dans la robotique à tort ou à raison. C'est précisément ce qu'on va essayer d'explorer avec Laurence aujourd'hui. Bon, je crois qu'on a bien posé la problématique avec ce warm-up. Il me semble entendre arriver notre invité. Je vais aller la chercher. Il est temps d'accueillir Laurence de Villers pour explorer tout ça avec méthode en suivant 3 grands axes. L'intelligence artificielle, robot émotionnel, de quoi parle-t-on exactement quand on associe ces termes qui semblent pourtant étrangers l'un à l'autre?
Et ensuite, nous allons regarder quelle prise de conscience grand public et politique de la réalité où nous en sommes et de ces enjeux. Et en troisième point, nous regarderons comment penser et organiser et s'organiser autour de ces enjeux. Bonjour Laurence. Bonjour à toute l'équipe d'Esprit Critique. On se tutoie, c'est ok pour toi ? Évidemment. Super. Alors Laurence, tu as un CV bien rempli, mais si on doit retenir l'essentiel, voici ce qu'on peut dire. Alors tu es professeur d'informatique à Sorbonne Université et directrice de recherche sur les interactions affectives humain-machine au CNRS. Tu as publié de nombreux ouvrages grand public, en plus de tes publications scientifiques bien sûr. On peut citer notamment Des robots et des hommes en 2017 chez Plomb. Et plus récemment, Robots émotionnels, 2 points, santé, surveillance, sexualité, 3 petits points, et l'éthique dans tout ça. Et ça, c'était en 2020 aux éditions de l'Observatoire. D'ailleurs, et ce sont tes mots, tu te mobilises pour donner un cadre méthodologique propice à l'observation de l'effet sur le public et sur le long terme de ces technologies que sont l'intelligence artificielle et les robots émotionnels. Tu fais d'ailleurs partie notamment des comités d'éthique CNPEN, PMIA, qui signifie le partenariat mondial en IA et qui regroupe, précisons-le, 25 démocraties, et du groupe de travail JTC 21 au sein du CNCNELEC pour la normalisation de l'IA. Tout est juste ? Tout est juste. Bon, on n'a eu recours à aucune IA, ni à aucun robot jusque-là pour préparer ta bio, et tout ce qu'il y a de synthétique ici, c'est ton résumé. Quant à nous, nous sommes bien réels, et c'est non sans émotion que je te propose de nous lancer avec la première séquence de notre entretien. Intelligence artificielle, robot émotionnel, de quoi parle-t-on exactement ? French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors comme souvent dans la tech, le champ lexical est parfois obscur, parfois cryptique, parfois poétique. Là, on fait quand même un grand emploi d'oxymore, intelligence artificielle, robot émotionnel, pour désigner une approche technologique froide. Alors je te propose de revenir brièvement sur quelques notions clés qui nous permettront de mieux nous approprier le reste de la réflexion. En gros, on veut s'assurer qu'on va bien parler le même langage pour la suite de l'épisode avec toi, Laurence. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est l'affective computing, qui semble être la base de ce qui est de la gestion des émotions en IA et pour la robotique ? Donc l'affective computing, c'est un domaine dans l'intelligence artificielle où on cherche en fait à modéliser les émotions dans des machines. C'est 3 grandes technologies. Le fait de percevoir les émotions des humains à travers différents indices, que ça soit verbal, lié au paralangage, donc la tessiture de la voix, la prosodie, et puis peut-être le visage, le mouvement, les actions. Ensuite, raisonner autour de ces informations qu'on a détectées, par exemple dans un système de dialogue. Et puis enfin, le dernier, générer des comportements de la machine qui soient une expressivité émotionnelle, qui peut être dans la voix, ça peut être dans le visage, dans les traits, si vous voulez, de la tête du robot. Et ce sont ces 3 grands domaines, et cette discipline est née dans les années 97 au MIT par les travaux de Rosalind Picard. Et du coup, cette discipline a des spécificités par rapport au reste des approches en IA, ou c'est finalement de l'IA mais appliquée aux émotions ? La spécificité forte, c'est la perception. Mais effectivement, ça pourrait être autre chose que de l'affect qu'on tente de percevoir, sur lequel il y a une grande subjectivité. Pourquoi est-ce qu'on cherche absolument de l'affect avec un robot ? En fait, il faut comprendre que pour être rationnel, l'être humain est émotionnel. Donc les travaux de Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique américain très connu sur ce sujet de l'affect, a montré que effectivement les émotions, l'interaction émotionnelle était nécessaire dans l'interaction sociale, toute interaction avec les humains dans la société. Du coup, si on crée des machines qui n'ont pas cette capacité à la fois d'interpréter et de peut-être jouer des émotions, eh bien, on aura une interaction très peu naturelle, avec une compréhension faible, en fait, de ce qui est en train de se passer. Donc, intrinsèquement, l'être humain est émotionnel, et sans être émotionnel, il peut pas être dans une interaction sociale naturelle avec les autres. Or, c'est ce qu'on cherche à faire à travers ces machines, qui sont des machines sociales, soit des agents conversationnels, de chatbots, ou des robots qui embarquent donc ces capacités de langage et d'interaction avec les humains. Est-ce qu'on est en train de rendre des machines finalement plus capables de comprendre nos propres semblables que nous ne le sommes nous-mêmes en tant qu'humains ? On est en train de rendre des machines capables d'interpréter les signes que l'on émet, mais en aucune façon, ces machines seront plus douées que nous
dans l'interaction sociale. Elles ont des capacités différentes. Et la confrontation entre les capacités de l'humain et les capacités de la machine sont en ce sens assez fausses. On oublie, lorsqu'on ne connaît pas bien la technologie qui est embarquée dans ces systèmes, de comprendre en fait comment marche l'apprentissage machine. Lorsque une machine regarde une image, elle regarde un nombre de pixels, un ensemble de pixels. Lorsqu'un humain regarde une image, il regarde des formes dans cette image. Pour aller plus vite, pour des questions de sécurité, de survie, nous sommes câblés comme cela. Donc, ça veut dire que ce qu'interprète la machine est différent. De temps en temps, ça va nous aider, mais c'est en aucune manière la même chose. Elle n'apprend très différemment. Je suis d'accord, et sur un plan théorique, il est bon de le rappeler et de le savoir. Néanmoins, cette espèce de projection qu'on fait d'anthropomorphisme, est-ce qu'on est capable de passer outre cet anthropomorphisme, ou est-ce que finalement on est condamné à voir dans ce robot en face de nous une espèce de semblable ? De façon naturelle, en fait, on anthropomorphise les objets autour de nous, mais très bêtement, juste par le mouvement de temps en temps, ou par des capacités assez simples. On va projeter sur un ballon de foot, si vous vous rappelez bien, un film où quelqu'un se retrouvait tout seul sur une île déserte et il vivait pendant 2 ans tout seul. Un ballon de foot, il mettait des yeux simplifiés, et un nez, une bouche, et il parlait au ballon. D'accord ? Donc fondamentalement, l'humain, il projette sur les objets. Alors maintenant, quand on a une machine anthropomorphique qui nous ressemble et qui émet des émotions, vous vous rendez bien compte qu'effectivement, c'est encore plus fort. Oui, parce que combien de personnes parlent de leur voiture en disant ma titine ou ce genre de choses ? Exactement. Puis c'est un ballon de volet. On parle à sa montre, sa voiture, etc. Oui, c'est un ballon de volet. Et puis, les aspirateurs, là, qui sont chez vous, qui se baladent, on leur donne des noms, et s'ils sont cassés, on la ramène chez Darty en disant, je veux le même. Il connaît ma maison, il a un nom, une espèce de relation affective avec. Donc ça, c'est extrêmement naturel. Et il n'est pas question de changer cet aspect-là. Nous sommes empathiques vis-à-vis des autres, et il faut absolument pas qu'on devienne moins empathiques, parce qu'on le serait aussi moins avec des êtres humains. Donc, il est nécessaire de comprendre ce que ces systèmes font, d'obliger les constructeurs de ces systèmes à avoir un certain nombre de règles éthiques lorsqu'ils les construisent, et qu'on surveille cette relation avec les machines. Donc, je pense qu'il y a là un dilemme réel qui est que, en tant qu'ingénieur dans les sociétés, on va chercher à se rapprocher d'une imitation de l'humain, sachant que la machine ne comprend rien, n'a pas d'émotion, n'a pas de sentiment, n'a pas de conscience, n'a pas d'intention propre. Et donc c'est cela dont il faut parler. Et par contre, on va anthropomorphiser parce que c'est notre nature. C'est très fort ce que tu dis dans le sens où un robot n'a pas d'émotion et n'a pas d'intention propre. Enfin, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à lui prêter comme intention. Quand on a sur certaines écoles la question qui se pose, qui est le plus intelligent, la machine ou l'humain, moi ça m'interpelle un petit peu. On essaye de mettre sur le même pied. C'est une question, voilà. C'est une question qui est irrelevante. Il ne faut absolument pas la poser comme ça. Ne serait-ce qu'en termes de responsabilité, d'accord ? Lorsque je fais quelque chose, je suis responsable. Bon, lorsque vous avez un chien chez vous, vous êtes responsable de votre chien. C'est un objet sensible pour la loi. Eh bien, lorsque vous avez un robot que vous utilisez, vous êtes responsable finalement de cette interaction avec le robot. Sauf que c'est pas un objet neutre. Il a été programmé par quelqu'un. Il a appris avec des données qui viennent peut-être de vous ou d'autres. Donc, c'est cela qu'il faut surveiller. Alors, avec toutes ces données, justement, on en a de plus en plus des données. On est en train de mettre en données littéralement des pans entiers de nos vies quotidiennes, de nos vies réelles à tous et dans tous les échelons de la société. En parallèle de quoi, il y a une course à la puissance de calcul qui est gigantesque, avec des accélérations qui sont phénoménales et dictées par ce qu'on appelle la loi de Moore. Donc, globalement, tous les 2 ans, on multiplie par 2 la puissance de calcul des ordinateurs. Jusqu'où tout ce progrès technique et cette documentation digitale des données va nous mener? Est-ce que ça pourrait nous amener à l'émergence d'une conscience pour les intelligences artificielles? Est-ce que ça pourrait les rendre tellement intelligentes, et je le mets entre guillemets, qu'on pourrait vraiment avoir une confusion extrêmement forte avec les capacités humaines? Alors, je pense que c'est une fausse idée de penser que plus on a de données, plus on va créer quelque chose d'intelligent. Il y a un paradoxe, là, on cherche à en avoir de plus en plus. En fait, on devrait chercher à avoir des données les plus riches possibles. Pas en termes de taille, mais en termes de richesse. D'ailleurs aussi parce que ça consomme de l'énergie. Ce sera aussi un écueil sur lequel il faut vraiment être conscient. Il ne faut pas dépenser cette énergie folle à sauver des données qui sont exactement toutes les mêmes. Ensuite, si j'ai des données extrêmement riches qui correspondent à une grande diversité, qu'est-ce que je fais avec une machine? Je standardise. Je crée des moyennes.
si j'utilise une image assez forte. Donc, j'élimine, si vous voulez, beaucoup d'informations. Donc, est-ce que de cette idée-là de créer un super-homme qui va au-delà de l'intelligence humaine, est-ce que c'est ça qui correspond à ce que l'on est en train de créer? Je ne pense pas. En plus, il y a quelque chose de fondamental, c'est que ces machines n'ont pas de corps. Or, notre intelligence, elle vient aussi de beaucoup d'autres endroits que seulement notre cerveau. Vouloir recopier l'intelligence des gens dans 10 ans qu'on recopie ou qu'on crée un cerveau artificiel est une aberration. Nous sommes cette entité duale qui correspond à une imbrication très très fine, très très bas niveau entre notre corps et notre cerveau. Et cela, nous savons pas le faire sur machine, donc le vivant n'est pas représenté. Tant qu'on n'aura pas du cyborg avec des cellules vivantes, nous ne sommes pas du tout dans quelque chose qui a une conscience phénoménale, qui est capable de vivre, de ressentir ce qu'elle est en train de vivre par des actions ou des émotions. Donc, on est vraiment à des années-lumière de ce qu'est l'humain. Mais alors, du coup, où se positionnent les questions d'éthique? Parce que ça va être ça, quand même, l'objet de la suite de notre discussion, donc il faut qu'on le repositionne. Où se positionnent les questions d'éthique quand on va parler de ces robots émotionnels? Eh bien, elle se pose à de nombreux niveaux, mais je pense que moi, je me base sur un triptyque qui est l'éducation. Donc, il faut faire comprendre exactement qu'est-ce que sont ces objets et qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme conséquences négatives sur l'être humain, l'addiction, l'isolement, une discrimination, enfin, tout un tas de champs à expertiser sur le long terme. Et puis, il faut pousser les industriels à suivre un certain nombre de normes qui permettent ensuite de mesurer des effets de cette machine dans le temps de l'usage, pas seulement lorsqu'il sort de l'usine, mais quand on l'utilise. Et puis, il faut donc qu'il y ait des lois, c'est-à-dire une obligation en fait de suivre ces normes et standards et de vérifier le comportement des machines. Donc, il faut créer cet écosystème et c'est pour ça que je me suis engagée, comme vous l'avez dit dans ma bio, à aller vers la standardisation, d'aller au-delà de la philosophie autour des risques, philosophie ou sociologie autour des risques qu'amènent ces machines très performantes, qui ont un pouvoir extrêmement positif pour nous. Je suis vraiment technophile, mais c'est justement pour qu'on les utilise au mieux que je me penche sur les risques qu'ils peuvent être avérés sur le court terme, sur le long terme. Et je pense que là, il faut être extrêmement vigilant. Et ce n'est pas aux entreprises, notamment aux GAFAM, de proposer la vision de demain. C'est quelque chose qu'on doit gérer au sein d'une société. Et c'est pas non plus seulement un gouvernement, comme on le voit en Chine, de poser ces règles. C'est à la société entière de comprendre quels sont les enjeux et de se donner les moyens de surveiller ces machines. Alors c'est ce qu'on va détailler ensemble sur les prochaines séquences. Là, je pense que le cadre est bien posé, mais pour l'heure, c'est le moment de passer au Patch Tech. Le Patch Tech. Alors Fabienne, aujourd'hui, dans le Patch Tech, on a un pépin. Tu vas nous parler d'un sujet bouillant, celui de l'influence. Et tu vas nous montrer que de ma cousine influenceuse sur Insta à Magali Berda jusqu'à la manipulation de masse, il n'y a qu'un pas. Votre objectif, 20 000 followers, avec des gains de 5 000 € par mois. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous vous êtes peut-être amusé de cette promesse présentant la société Ambaza, la première école d'influenceurs française. Au-delà du buzz, plutôt bad, de l'annonce de l'ouverture de cette formation de 28 heures pour 1 200 €, reconnaissons l'ampleur de la tendance et de l'intérêt pour l'influence dans toute son envergure. Récemment, Bloomberg a partagé un sondage. Il en ressort qu'1 Européen sur 10 est prêt à quitter son emploi actuel dans les 6 prochains mois pour tenter de faire carrière d'influenceur sur TikTok. Et pour reprendre les mots de Cyril Athias, fondateur de l'une des toutes premières agences en social media, je le cite, en 2020, « L'influence digitale n'est pas un sujet à la mode. C'est une vraie transformation sociétale de consommation et d'usage intergénérationnel. » Dans cet emballement, la viralité des technologies doit donc tenir un rôle clé. Essentiel, puisque les plateformes en ont permis l'avènement. Considérez qu'avec une seule publication sur une plateforme digitale, les prescripteurs peuvent partager une information, un avis politique, recommander un produit ou un service auprès de milliers, voire des millions de personnes selon la viralité. Et ce, seulement en quelques secondes. Nous sommes presque tous impliqués, car 62% des consommateurs réagissent au moins une fois par jour aux publications d'un leader d'opinion. Derrière ces activités fructueuses se cache un vice, un concept moins vertueux, celui de la manipulation. Alors, où peut-on situer la frontière entre l'influence
et la manipulation. Nous y sommes, et c'est Robert Cialdini, psychologue social américain, qui détaille ces frontières de la manipulation. Il explique pourquoi certaines personnes sont douées d'un remarquable talent de persuasion et comment il est possible de les battre sur leur propre terrain. Il délivre donc 6 secrets psychologiques dans un large panorama de techniques et théories en tout genre, pour obtenir quelque chose de nous sans que nous ne nous y opposions. Ces moyens peuvent se mettre en place grâce à notre dangereuse tendance à nous laisser influencer, car nos comportements humains se répètent automatiquement et fréquemment, et le virtuel valide ce postulat. La numérisation de l'information fait aussi exploser les volumes de publication de contenu. Dès lors, comment dans cette infobésité à laquelle nous sommes tous exposés, on peut distinguer les contenus qui sont à visée manipulatoire ? Le recours à l'influence n'est que la partie émergée et visible de tout un champ de propositions. Or, à la capacité d'influence répond la compétence d'écoute, d'audit des flux et des conversations des communautés. On propose ici le triptyque de l'intelligence économique, veille, protection et influence. Car selon Carlo Rovelli, chercheur en sciences de l'information à l'université Paris X et auteur de plusieurs articles sur le sujet, tout organisme doit apprendre à maîtriser les flots informationnels avant de prendre une quelconque décision stratégique. Grâce au partage, aux commentaires et aux likes sur les plateformes, l'écoute des réseaux sociaux permet d'identifier des signaux faibles. La détection de ces signaux faibles est le point fort des résultats de la veille. Cette notion de signal faible remonte aux années 70. Mis en perspective dans un contexte précis, ils peuvent s'avérer extrêmement instructifs et apporter un décryptage et des analyses positives pour nourrir les stratégies économiques des entreprises et les soutenir dans leur performance. Cela offre la vision de comment s'organise le monde autour de nous, la société connectée. Et c'est un monde qui évolue très vite. Cette écoute, cette inférence sociale est maîtrisée par quelques agences comme Bloom avec des outils technologiques élaborés sur mesure qui permettent de découvrir 10 à 100 fois plus de contenu et de personnes pertinentes qu'une recherche par mots-clés. Or, la puissance de la boucle peut être un formidable moyen de glisser vers la manipulation et la désinformation, voire la surveillance. On conçoit alors que cette écoute active est le terreau de l'influence et des influenceurs comme on l'a vu, mais du coup celui de risques qui sont beaucoup plus fortes, portés par des entreprises très puissantes. Oui, d'autres business très profitables se font jour. Mediapart a dénoncé récemment l'une des plus grandes entreprises de manipulation de l'information intervenue en France et révèle tout un écosystème qui partage les démarches pour promouvoir les intérêts de leurs clients, mais aussi dézinguer la concurrence. Leur méthode ? Tromper le public, en publiant des articles semblant rédigés par des journalistes indépendants sur des sites et des plateformes rassemblant plus ou moins à ceux de journaux ou médias. Dans le cadre de mes activités de communication d'influence, j'ai moi-même été approchée par Avisa Partners, pour ne pas les citer, l'entreprise à l'origine du scandale. À l'issue de l'entretien, je reconnais ne pas avoir du tout identifié l'usage dévoyé et répréhensible de leur offre de collaboration. J'avais, comme à l'accoutumée, carte blanche pour rédiger des articles sur mes sujets de prédilection et la possibilité de signer des billets auxquels j'adhère. J'ai toutefois refusé leur proposition car ce procédé, bien que confortable, ne répondait ni à mon éthique ni à mes besoins d'investigation. En conclusion, le zoom est souvent fait sur l'influence, mais cet angle sape les étapes précédentes. Le déroulé de l'équation gagnante pour toute entreprise, la courbe vertueuse serait veille et écoute, inférence sociale, analyse, production et, en cerise sur le gâteau, l'influence. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Merci Fabienne, tâchons d'être un peu moins sous influence. Laurence, j'aimerais t'entendre sur l'un des constats qui nous a menés à créer French Tech. Nous, on pense que les enjeux sociétaux de la tech sont trop peu présents dans le débat public et plus encore dans l'agenda politique. Nous avons connu une campagne présidentielle suivie d'une campagne législative, desquelles les risques posés par le développement de l'IA, pour ne citer que, ont été totalement absents. Pourquoi, selon toi ? Oui, merci d'insister sur ce point. J'ai écrit quelque chose qui s'appelait Vaguia à l'Élysée, justement, avant les élections, pour qu'il y ait un débat dans la société. Or, je pense qu'il y a non-connaissance de ces sujets de risque.
C'est pour ça qu'ils n'ont pas émergé. Et les politiques s'intéressent que à ce qui peut faire débat dans la société. Comme ça fait pas débat, je crois qu'on est endormi totalement dans la société. On va laisser ces données tranquillement sur les GAFAM américains, sans se poser de questions, en voyant un plaisir, une satisfaction de ces objets à utiliser tous les jours. Donc ces collectes de données devant notre nez, avec Alexa Amazon ou autres, ne sont pas vus comme des problèmes. Par contre, lorsqu'on demande dans Stop Covid à suivre si vous avez croisé votre voisin parce que peut-être que vous l'avez contaminé, là on dit oulala, attention, c'est une question de ma liberté. Donc ce paradoxe, c'est un manque de compréhension totale de ce qui se passe. Donc les politiques également. Finalement, avec des robots qui sont capables de comprendre, je dis avec des guillemets, les émotions de l'humain, on peut penser que finalement l'homme est à peu près complètement modélisable, c'est-à-dire objectivable au sens de l'objet, par des caractéristiques dénombrables et standardisables, comme le langage, le paralangage, etc. Et donc finalement, ces robots émotionnels et ce constat-là fait que ça nous rend, nous, humains, plus objets que sujets. En soi, c'est un sujet éminemment politique pour le coup. Je crois que c'est un sujet effectivement qui est assez peu connu, mais aussi très utilisé par les gouvernements également, qui ont tous des commissions sur le nudge, par exemple, qui est cette dénomination. C'est un concept qui vient de Richard Thaler, qui est un prix Nobel en économie en 2017, et qui explique que si je connais les biais cognitifs des personnes, je peux facilement les manipuler. Donc ces biais cognitifs, c'est ce qu'on va aller détecter automatiquement, par exemple avec des systèmes qui vont être par exemple des émotions ressenties dans telle ou telle situation, et qui vont me permettre soit de capturer l'attention pour un projet marketing, soit une manipulation politique, faire changer d'avis. Donc il y a là en fait un sujet à la fois proche de l'individu et qui est un sujet de société. Et c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. C'est sur ce sujet que j'essaye de pousser justement des normes sur ce qu'on appelle le nudge digital, donc qui est la manipulation, l'incitation à changer d'avis grâce à des machines, qui est l'objet de tous les travaux que nous sommes en train de mener, et qui sont effectivement assez méconnus. Alors, l'AI Act, qui est cette volonté de créer une régulation, des lois en tout cas, qui encadreraient l'IA au niveau européen, parle de sujets comme cela, mais en parlant de manipulation subliminale. En disant il faut interdire la manipulation subliminale, c'est-à-dire non consciente. Et je pense que il y a à la fois de la manipulation consciente et non consciente dans l'utilisation à plus long terme de ces machines. Moi, je parle de coévolution humain-machine, et ça, c'est à surveiller, et là, personne ne s'en préoccupe. Et quand j'en parle aux politiques, on me dit ce n'est pas un sujet. Donc cette ambiguïté est quelque chose qu'on veut absolument lever dans ce groupe qui travaille sur les régulations. T'as déjà des exemples de problèmes de cette ambiguïté mal vécue ou Non, mais je dirais que il y a eu tous ces problèmes sur Cambridge Analytica. On a vu aussi Facebook, à l'époque, c'était pas encore Meta, travailler sur justement la manipulation émotionnelle et démontrer que lorsque on change les propos des gens pour être plutôt plus positifs ou plus négatifs, on va changer la façon dont on perçoit les choses. D'accord. Donc on sait, en recherche par exemple, si vous faites un test où on vous demande si vous êtes heureux ou pas, on vous fait prononcer des phrases et puis on modifie, sans que vous sachiez, le timbre de la voix de la phrase que vous avez prononcée, en faisant un timbre de voix plus joyeux, eh bien vous allez vous ressentir plus joyeux. Oui, on s'adapte. Et plus on va généraliser des IA qui sont déjà omniprésentes dans ce qu'on manipule. Tu citais Facebook que beaucoup d'entre nous utilisent au quotidien, mais Google, mais les smartphones embarquent tous des IA. Et du coup, il y aurait un risque manipulatoire qui pourrait être à grande échelle. Voilà. En fait, le nudge est quand même fait pour normalement le bien-être de la population. Par exemple, pour éviter d'être en addiction, pour des pathologies, on va utiliser ces théories de nudge. Et c'est important aussi de comprendre qu'il y a ce côté un peu paternaliste où quelqu'un décide d'aller dans un sens ou dans un autre. Donc il faut vraiment surveiller ces objets. On voit par exemple Duolingo, là, pour apprendre l'anglais, va vous inciter à faire des choses. Moi j'ai des projets en ce moment en éducation où on travaille sur le nudge. Comment on fait pour capturer l'attention de l'enfant, pour le pousser à mieux prononcer des phrases en anglais, à répéter des choses, à le garder en attention et à trouver comment on peut l'aider à mieux apprendre.
Donc, il y a des intérêts très positifs derrière tout ça, mais il y a aussi une forte propension à avoir des conséquences de manipulation. Il faut étudier dans quelle mesure il y a des risques ou pas pour la population et rendre cela visible, compréhensible par tout le monde. Donc il y a finalement un vrai axe sur la finalité, un peu comme pour tout. Hein, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait. Mais même, pas seulement, même si c'est avec une finalité positive, on peut très bien avoir des conséquences qu'on n'a pas anticipées. Donc, l'important, c'est la finalité et bien l'exprimer. Ouais, mais la surveillance que l'objet final qu'on cherchait est bien celui que l'on... Oui, parce que tu peux dévier. En fait, on peut créer quelque chose de très éthique, de très neutre, qui aura une incidence, en fait, négative à long terme et qu'on n'avait pas anticipé. Si je reviens sur les réseaux sociaux tout à l'heure, ce que vous disiez, en fait, ce qu'il faudrait absolument demander, qui serait une nécessité, c'est que lorsque je retweete quelque chose, on parlait d'influence, je dise pourquoi. C'est-à-dire, il faut que j'ai une possibilité dans ces messages tweets qui sont extrêmement pauvres, d'expliquer d'où vient la source, pourquoi je dis cela, et tant qu'on n'aura pas cette capacité à élaborer le raisonnement qui est derrière, on sera sur cette espèce de grosse machine qui pollue et qui envoie la même chose un peu partout sans qu'il y ait aucun contrôle. Il y a un point aussi sur la partie normalisation, donc c'est un peu un précepte que tu essaies de porter au sein de l'Europe, mais on voit bien que les cultures sont différentes, l'appétence est différente en fonction des différentes nationalités. Comment est-ce que cette pratique et cette différence est prise en considération au niveau des autres États et des autres pays ? On sait très bien qu'en Chine, par exemple, c'est le gouvernement qui veut imposer ses réglementations. Donc là, il y a une manipulation forte pour suivre les lignes du parti. Donc là, on est à l'extrême de la surveillance gouvernementale. De l'autre côté, on a la liberté totale aux États-Unis. Chacun fait ce qu'il veut. De plus en plus, on ira quand même vers des régulations. Je pense qu'il faut faire prendre conscience aux gens que c'est leurs enfants qui vont utiliser ces systèmes et que lorsqu'on est en train de manipuler pour faire qu'un enfant reste dans son jeu, dans le métavers, eh bien, on l'empêche d'apprendre et que peut-être que sa destinée sera différente. Et je crois qu'il y a une responsabilité des humains là qu'il faut vraiment faire comprendre. Que ce soit consommateur ou qu'on soit ingénieur dans une société en train de faire ces systèmes. Donc c'est bien de ça qu'on parle dans cette séquence, effectivement, c'est quelle prise de conscience grand public et politique. Pour résumer jusque-là, tu nous dis le grand public n'a pas vraiment pris conscience du truc, sauf quand c'est le gouvernement qui propose quelque chose, là, tout le monde pousse des cris d'orfraie. Quand ce sont les GAFAM qui viennent nous manger la tête et notre temps de cerveau disponible, là, ça n'étonne plus personne. Toi, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as sorti un manifeste qui s'appelait Vaguia à l'Élysée au moment de la présidentielle, justement pour sensibiliser les électeurs et probablement aussi les candidats. Quels ont été les retours ? Très peu de retours. J'ai entendu des choses genre le nudge n'existe pas dans les objets digitaux, alors j'en ai énormément de preuves. Qui disait ça ? C'était plutôt les politiques qui disaient ça ? Oui, certains politiques disaient bon, c'est pas un sujet. Je pense qu'il y a une méprise par non-connaissance. Il y a très peu de scientifiques, de connaissances, d'experts en IA qui sont au sein du gouvernement à l'heure actuelle. Et donc, nous sommes devant des personnes qui sont bienveillantes, je n'en doute pas, mais qui n'ont pas suffisamment de compréhension des mécanismes sous-jacents. Donc, c'est comme un garagiste, si vous n'ouvrez pas le capot pour aller voir comment la mécanique marche, vous pourrez pas réparer. C'est la fameuse, vous pourrez pas mettre, c'est la fameuse déconnexion des élites dont on entend parler. Comment ça se fait qu'eux soient pas compétents, mais ils sont censés s'entourer, ces gens-là. Il y a bien justement, on citait tout à l'heure des comités d'éthique, etc. Il y a le Conseil national du numérique et compagnie. Comment on peut expliquer qu'ils soient pas informés? Est-ce que c'est pas le fait aussi que tant qu'on n'est pas dans le mur, on prend pas vraiment d'avance, un peu comme la crise climatique. Oui, voilà. Il y a en fait cette histoire de temporalité. Tout le monde imagine que c'est une vision après, et on n'anticipe pas ça. Donc on ne prévoit pas ce qui va se passer, donc on laisse faire, et après c'est tentaculaire, comme les réseaux sociaux avec les fake news, et on dit oh là là, quelle horreur, comment on va faire pour faire cela. Or, si on s'était posé le problème avant en disant ethic by design, d'accord, c'est-à-dire quand je design ces machines pour des sujets dans la société, je me préoccupe des conséquences. Je vais pas pouvoir tout anticiper, mais au moins je mets suffisamment d'informations accessibles après pour pouvoir contrôler ce qui est en train de se passer. Et je pense que c'est le fait de penser aux conséquences en même temps qu'on est en train de créer des systèmes technologiques qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus d'expertes. Il faut former les gens pour avoir des experts comme cela. Il faut absolument que ces comités soient écoutés. Ils ne sont pas écoutés. Nous avons des comités vitrines. Excusez-moi de le dire. Comité vitrine. Alors justement, sur cette partie régulation, sur les normes, sur tout ce que ces comités peuvent apporter
de connaissances, d'informations au grand public et aux politiques. C'est ce que l'on va aborder dans la toute prochaine séquence. Mais pour le moment, nous accueillons Laurent Guérin pour partager avec lui l'un de ses nombreux moments d'égarement. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Alors Laurent, dans ce moment d'égarement, nous allons te suivre dans un univers féerique qui en fait rêver plus d'un aujourd'hui, le pays des licornes. Et oui, lorsque j'étais enfant, j'étais fasciné par la série télévisée L'homme qui valait 3 milliards. Il faut dire que le pitch envoyait du lourd à la Top Gun. Steve Austin, quel superbe nom, est pilote d'essai. Il se crache en avion et meurt. Ou presque. Grâce à la technologie grave avancée des années 70, le voilà équipé de prothèses bio-ioniques qui lui confèrent des pouvoirs dignes d'un super-héros. Plus que les milliards, j'étais soufflé par le design sonore et la musique originale. Dans la cour de récré, je reproduisais les de son œil bio-ionique et la ligne mélodique des cuivres. Je découvris seulement plus tard que la série originale s'appelait The $6 Million Man et que pour passer de $6 millions à 3 milliards de francs, on avait multiplié $1 par 500 anciens francs. Le cours du dollar devait se situer aux alentours de 5 nouveaux francs, mais comme les gens comptaient encore en anciens francs, ils auraient pensé que 30 millions de francs, c'était 300 000 francs. Et franchement, l'homme qui valait 300 000 francs, c'est pas super excitant. Maintenant que le dollar américain et l'euro sont à parité, techniquement, $1 vaut 6,55 957 francs, finalement pas loin des 5 balles de 1975. Évidemment, avec 6 millions de dollars ou d'euros aujourd'hui, t'achètes pas les mêmes trucs que jadis, et là où je vis, tu t'achètes même pas une maison. Je plaisante à peine. Les prix de l'immobilier au Canada ont quadruplé en 20 ans, fois 6,5 à Toronto sur la même période. Ta cabane acheté 300 000 $ en 2000 et pas 300 000 francs. Tu la revends 2 patates aujourd'hui et si t'as 500 cabanes, tu peux te payer une licorne. Ah, une licorne, oui, cette créature légendaire qui ressemble à un cheval mais avec une corne et qui... Mais non, une licorne, c'est une start-up qui vaut $1 milliard ou d'euros ou qui vaut 1/6 de Steve Austin. Une start-up, c'est souvent une boîte qui gagne pas assez de blé pour être rentable. Et quand on vaut 1000 patates et qu'on n'a pas de blé, c'est déroutant. Mais pourquoi les licornes valent-elles autant d'argent si elles n'en gagnent pas assez ? Parce que pour financer leur développement, elles trouvent des investisseurs qui leur filent des sous en échange d'une partie du capital, évidemment. Ainsi, si tu achètes 20% des parts de Trench Tech pour $200 millions, on peut rêver, ce podcast sera valorisé à $1 milliard. 20% multiplié par 5 égale 100%, 200 millions x 5 égale 1/6 de Steve Austin, règle de 3 milliards basique, 3 milliards. Et la France compte actuellement 25 licornes, sachant que Manu, le chef, en veut 100 en 2030. C'est donc l'homme qui valait 100 licornes. Bon, d'accord. À noter que les licornes ne sont pas cotées en bourse. La plus grosse entreprise française en termes de valorisation est Total Energies, qui est valorisée à 126 milliards. N'est donc pas une licorne. Pas plus que BNP Paribas, Sanofi, LVMH, L'Oréal et consorts. Il n'est ainsi sans doute pas anodin que parmi les 100 licornes de 2030, notre président vise 25 licornes vertes, alors que Total Energies truste la pole position du CAC 40. Évidemment, le Web3 compte déjà bon nombre de licornes et si tu veux mon avis, ce n'est que le début. Apple, société créée par Steve Jobs et Steve Wozniak à l'époque de Steve Austin, vaut 2,3 trillions de dollars. 1 trilliard, c'est 12 zéros après le 1. Et Meta Facebook, créé en 2004, vaut 440 milliards. Autant dire que chaque époque voit ses petites licornes devenir des gros monstres. La France, elle, compte déjà 2 licornes dans le Web3 sur une totale d'une petite centaine dans le monde. Ces sociétés du Web3 ayant un rapport avec la blockchain, les NFT et les crypto-monnaies sont parfois appelées crypto unicorns. Cool, c'est bon à savoir. Mais alors, qui sont ces licornes françaises ? Alors, c'est qui ? Roulement de tambour et musique de l'homme qui valait 3 milliards ? Il s'agit de Sorare et Ledger. Sorare a modernisé le principe de la collection de cartes, vignette de foot Panini, vous vous souvenez, mais en créant un jeu de fantasy football basé sur la blockchain dans lequel tu peux acheter des NFT. Valorisation 4,3 milliards de dollars. Ledger, quant à elle, fabrique des portefeuilles électroniques physiques pour possesseurs de crypto-monnaies. Ça ressemble à des clés USB, valorisation 1,5 milliard. Le jeu The Sandbox, parfois également appelé un métaverse, pourrait bien devenir la 3e licorne française, tout en sachant que si elle a bien été créée en France, c'est désormais une filiale de Animoca Brands, une licorne de Hong Kong qui vaut 6 milliards. Non, pas là. Il se murmure que The Sandbox pourrait lever de l'argent sur une base de valorisation de 4 milliards. Si tu te passionnes pour les licornes, le site Crunchbase répertorie les 1372 licornes mondiales dans tous les domaines et pas seulement dans le Web3. La plus chère de toutes, ByteDance en Chine. C'est l'éditeur de TikTok. Valorisation 180 milliards. Steve Austin peut aller se rhabiller. Et puisqu'il est question de s'habiller, je ne peux pas te laisser sans t'informer que le terme licorne est également utilisé pour désigner une femme qui a des relations sexuelles avec des couples hétérosexuels. Un plan à 3 donc, le plus souvent dans un contexte homme plus femme.
plus femmes. On les appelle licornes parce qu'elles sont difficiles à trouver. Alors bonne chance. French Tech. Esprit critique, pratique, éthique. Quel beau moment d'égarement au pays des rêves des licornes et Steve Austin. Revenons à notre entretien avec Laurence. En lisant quelques-unes de tes nombreuses interviews, j'ai relevé ces quelques mots. Je cite. Le levier économique ne peut pas être le seul moteur du développement de ces technologies. Et pourtant, ce levier économique invoque la croissance et la création d'emplois sans pour autant proposer des réflexions plus profondes sur des enjeux éthiques et environnementaux. Pour continuer de te citer, il ne s'agit pas de freiner les projets, mais de voir comment on y intègre des critères responsables et éthiques. Il faut débattre de ces questions. Alors je te pose la première question. Il nous faudrait commencer par quoi pour mettre ou remettre les enjeux de l'IA et de la robotique au centre des débats publics? Je pense qu'il faut parler d'éducation. On va voir une déferlante sur notre éducation avec des outils de métavers. Il y a des comités d'éthique qui sont en train de se monter, on m'a même demandé d'y participer. Et je pense que là, voir nos enfants demain dans un univers qui peut leur apprendre effectivement à mieux aimer les mathématiques ou à être meilleur en informatique ou à comprendre la philosophie de Socrate, c'est intéressant. Mais en même temps, il faut comprendre aussi qu'il y a des risques et que ces risques, il faut les maîtriser. Donc, à but d'éducation, vous en voyez parmi les licornes que vous avez énoncé tout à l'heure? Non. On parle de TikTok, on parle de NFT dans des objectifs autour des dépenses d'argent pour plutôt du divertissement. Et je pense que c'est là où il y a un énorme travail à faire de gouvernance, et je ne vois pas qui gouverne cela à part les grandes entreprises qui décident de mettre beaucoup d'argent sur ce qui va être vendu à tout le monde. Donc nous sommes dans les jeux du cirque, on veut occuper la plupart des citoyens à ce genre de bêtises, et on oublie que dans la santé, dans l'éducation, il faut absolument trouver comment demain on peut aller plus loin pour l'humain. Et là, il y a des facteurs économiques qu'on devrait développer plus fortement. Mais c'est là où tu mets bien le doigt, parce qu'effectivement, actuellement, les principales puissances technologiques et donc économiques sont étrangères. On a parlé TikTok, on peut reparler aussi de tous les big tech. Et comment l'Europe aujourd'hui compte s'imposer dans cet écosystème-là? Effectivement, quand on parle de licorne en ce moment avec les montants que vous avez donnés, il faut savoir que ce sont des montants étrangers, même quand c'est des licornes françaises. D'accord ? On devrait dévoiler en fait d'où viennent les différentes prises de risques. On ne risque pas assez en Europe pour l'instant pour aller vers des entreprises de ce niveau-là. Et moi, je voudrais qu'on soit conscient de cela et qu'on aille sur la cybersécurité. On a commencé à faire quelque chose. Il y a un campus cyber. Sur la santé, il y a un campus santé. Moi, je réclame un campus green dans lequel on mette aussi énormément d'efforts qui seraient utiles pour beaucoup d'autres pays que les pays européens, avec un marché énorme à prendre. Il faut le prendre. Donc il faut créer un métavers européen avec les capacités d'emmener les gens co-travailler, avec des mesures sur l'environnement, il y a plein d'idées autour de l'éducation, la santé et l'environnement qu'il faut absolument s'accaparer, oui. Avec nos valeurs. Et je pense que en allant délivrer ce genre de choses, le PMIA dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est 25 démocraties, dont le Japon, dont Singapour, l'Inde, etc. Il y a des pays autour qui ne sont ni la Chine ni les États-Unis qui vont demain consommer ce genre de techno. Ils sont en train aussi de les faire. Donc il faut créer des univers au-delà de l'Europe, peut-être plus largement, pour trouver les moyens d'être représentés avec nos valeurs dans ces systèmes. Oui, alors tu le dis toi-même, des idées, on n'en manque pas. Ça avait d'ailleurs donné un très très bon slogan. Les idées des talents. Voilà. Alors, on manque pas d'idées, on ne manque pas de talents. Tu dis toi-même, on manque plutôt de ressources, de prise de risque et donc de moyens, d'argent, disons les choses. Et d'ailleurs, c'est quand même un phénomène que la science et la recherche fondamentale connaît très bien, parce que justement, j'évoquais tout à l'heure la fuite des cerveaux. Pourquoi tous nos grands chercheurs en IA, et qui sont parmi les meilleurs dans le monde, finalement sont plutôt partis bosser pour les GAFAM? Parce qu'il y a une manne financière qui est énorme. Oui, mais donc du coup, c'est ce qui va nous manquer. Le salaire d'un chercheur en France, on a finalement des très bons chercheurs, mais qui iront tous à l'étranger, c'est évident. Si on ne revalorise pas ce travail, si on met pas l'accent sur l'importance de revaloriser aussi les professeurs en éducation, on va baisser en niveau d'intelligence et en talent. Et donc du coup, c'est quoi ? C'est une décision politique et c'est des financements publics, ou c'est une prise de risque privée avec des entrepreneurs français, européens qui comprennent enfin qu'il y a du business à se faire, et du très très gros business à se faire, et qui mettent leur vie sur la table ? Je pense que c'est une alliance privée-publique qu'il faut faire.
Il faut absolument pas que ça soit juste le gouvernement qui soit Et on en est à la où tête de On ça. en est où C'est en discussion. Eh bien, ça existe commence pour le campus cyber, où c'est vraiment une alliance privé-public avec plus d'action du privé que du public. Donc c'est différents pôles qu'on veut monter sur la santé également. C'est extrêmement important d'aller chercher les talents industriels et qu'ils risquent effectivement et qu'on crée de la valeur en Europe sur ces sujets. Les chercheurs, dont tu fais partie, autrefois avaient une avance considérable sur les entreprises et même sur l'art, quoi, finalement. On l'a dit en intro, on allait piocher ce qui se passait dans les laboratoires. Aujourd'hui, les chercheurs n'ont plus que 3 à 5 ans d'avance sur les industriels, notamment à cause d'un certain nombre de dispositifs qui financent justement les études de chercheurs en herbe, je dirais, dans les entreprises et tous ou presque vont bosser plutôt pour les GAFAM. Est-ce que ça commence pas là, finalement, sur le financement de la recherche ? C'est évident. La recherche en France était extrêmement en avance. On est en avance aussi dans la santé, pas que en physique ou en informatique, il y a d'autres domaines. Et je trouve que on a perdu énormément. On est en train de perdre peut-être le CNRS. Je ne sais pas si on va réussir à sauver la recherche fondamentale. Quand je dis à 3-5 ans, c'est sur la techno, parce qu'on est très en avance dans d'autres domaines à plus long terme. Et il faut préserver cette recherche fondamentale à long terme et investir absolument en recherche. C'est nécessaire. Sur la technologie, qui est une recherche à plus court terme, on voit arriver galopant des sociétés qui font de la recherche. Mais ils font pas de la recherche de la même façon. Et je pense qu'on va on va arriver vers des choses qui sont de la répétition. Ce qu'on voit surtout, c'est j'utilise beaucoup plus de données avec les mêmes algorithmes. Et si vous regardez les algorithmes, ils viennent tous de laboratoires, que ce soit en Allemagne, en Italie, en France. Et les découvertes fondamentales, il n'y en a pas tant que ça. Il y a surtout, j'ai beaucoup plus de puissance de calcul, je peux agréger plus de données et j'ai une force de frappe ouvrière, c'est-à-dire d'ingénieurs qui sont là, qui sont capables de travailler tous en même temps. Mais c'est pas ça le talent. C'est la sérendipité aussi et c'est aller plus loin. Et je pense qu'on se trompe lorsqu'on pense que le privé peut aller beaucoup plus loin. Et en plus, le privé en ce moment récupère tous les talents qui étaient en recherche fondamentale. Donc il y a besoin d'équilibrer. Finalement, tu nous donnes déjà quelques pistes pour qu'on arrive à mieux reprendre la main, peut-être faire entendre une voix plus éthique dans tous ces sujets de la robotique et de l'IA. Tu as déjà donné des pistes autour du réglementaire. On en a parlé avec l'AI Act européen qui est en train d'arriver et qu'on a déjà évoqué. Tu nous as donné une piste sur le fait qu'il faille beaucoup plus investir dans ces technologies, renforcer la recherche aussi. Mais on sait que tu portes un autre combat qui est celui autour des normes. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qu'est une norme? Et puis, qu'est-ce que pourrait être une norme en IA? Alors, il y aura plusieurs normes en IA, par exemple, sur les risques, sur le traitement automatique de la langue. C'est en fait des définitions extrêmement précises des objets qu'on manipule, et puis ensuite un encadrement de l'élaboration de ces objets avec des mesures qu'on peut demander aux industriels sur la façon dont l'objet finalement réagit dans une interaction. Ça peut être par exemple sur un chatbot de vérifier que le chatbot ne vous nudge pas, ou si il y a la capacité de nudge, qu'en tout cas il n'y ait pas des incidences négatives, des suicides chez des jeunes ou d'autres aspects extrêmement négatifs qu'on pourrait imaginer. Je fais exprès d'aller assez loin. Si vous voulez, il faut se représenter ça comme pour un médicament. Prenons cette métaphore. Lorsque j'achète un médicament, j'ai une posologie et puis j'ai des effets secondaires. D'accord ? Et donc, si je vois un effet secondaire, d'abord, je réagis et puis je peux aller vérifier ce qui se passe dans l'usage de ce médicament. Est-ce qu'il y a des effets secondaires, secondaires indésirables sur le cardiaque, sur autre chose, l'arrivée de cancer, etc. Eh bien, ces objets ont potentiellement des conséquences et vont engendrer des risques. Il est nécessaire de les encadrer, c'est-à-dire de surveiller ce qui va se passer et de collecter auprès des personnes qui les utilisent les effets que l'on peut voir et de raisonner pour améliorer le produit, voire l'enlever du marché, comme on fait avec un médicament. Et quels seraient les avantages d'avoir défini des normes en plus d'avoir des règlements, et on le sait en Europe, on est plutôt bien pourvu en la matière de règlements. Et en fait, pour mettre les règlements en place, il y a des zones de gris, si vous voulez. On peut pas, si on dit, voilà, j'interdis la manipulation subliminale. Bon, alors, ça s'arrête où, le subliminal? Ça dépend bien de l'individu, d'accord? Il est conscient, plus ou moins, de ce qui est en train de se passer. Donc, là, je dirais qu'il faut une norme à côté qui encadre de façon plus pragmatique, au plus près de la technologie,
pour qu'on puisse avoir des mesures sur les effets de la technologie quand on l'utilise et quand on l'utilise en continu. Cela demande de tracer des choses et de vérifier des choses. J'avais entendu expliquer aussi qu'une grande différence entre un règlement et une norme, c'est que le règlement, il est amené par un État ou un groupe d'États comme l'Europe et s'impose à tous. Une norme, c'est des industriels qui se mettent ensemble pour définir comment ils vont travailler. Et donc, quelque part, c'est aussi très riche parce que c'est eux qui se donnent un certain nombre de règles. Voilà. Et les normes, en fait, il peut y en avoir qui sont jamais utilisées. Une norme a une valeur, effectivement. Non seulement elle est créée par un ensemble d'industriels et de chercheurs, et de personnes proches du gouvernement, mais c'est un ensemble de personnes qui réfléchissent à comment on pourrait normer une certaine technologie, et après, elle est utilisée ou pas. Et c'est le nombre de personnes qui vont l'utiliser qui vont finalement décider de l'importance de cette norme. Et c'est pour aider les industriels finalement à développer leurs projets, et donc une manne économique derrière, parce que ça veut dire que les gens auront confiance dans ces technologies et seront à même de les utiliser beaucoup plus que d'autres technologies qui vont arriver de Chine sans aucun garde-fou, ou des États-Unis, et c'est cela qu'il faut penser demain. Ouais. Mais alors on a besoin de développer ces systèmes. Mais alors justement, j'ai une dernière question qui est un peu provoque, Laurence. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à vouloir confier à une poignée de personnes, notamment des industriels, la responsabilité de fixer des normes, ce qui revient à peu près à la même chose que de laisser une poignée d'entrepreneurs big tech faire ce qu'ils veulent et quelque part imposer des normes qui n'en portent pas le nom, quoi. Alors non, parce qu'en fait, lorsqu'on crée un écosystème comme cela, il y a des mesures et il y aura aussi des comités d'éthique qui donneront des avis sur ces mesures. Donc on ne peut pas tout rationaliser, on ne peut pas tout transformer en objet quantifié, et donc on a la nécessité de se doter au niveau international de comités d'éthique capables de raisonner sur des mesures qu'on pourrait faire grâce ces avancées de régulation auprès de produits industriels, sur des produits industriels. Donc on a besoin des deux. Il y aura des humains dans la boucle, experts, et en même temps de plus en plus de normes que les industriels vont mettre en œuvre, et on vérifiera lorsque c'est nécessaire. Et là, les citoyens ont aussi leur mot à jouer. C'est à eux aussi de faire remonter que tel ou tel système présente des problèmes, a eu tel impact, et donc à partir de tous ces éléments, la nécessité de réguler et de vérifier ce que fait un industriel, des citoyens qui disent ça ne va pas, ce système-là a des effets négatifs sur mes enfants ou à l'école ou je ne sais quoi. C'est grâce à cela que l'on pourra mettre en œuvre des comités d'éthique qui vont aussi vérifier ce qui se passe et donner un avis de retirer du marché certaines choses ou de demander de modifier les algorithmes dans ces systèmes ou les données telles qu'elles sont utilisées. C'est l'éthique by design. L'éthique by design. Éthique by design. Merci beaucoup, Laurence. Et je rajouterai juste un mot. Il faut absolument éduquer sur ces sujets. Donc, moi, je suis présidente de la Fondation Blaise Pascal, comme vous l'avez dit, pour aller prêcher dans ce sens-là et faire que les enfants de demain, parce que l'école ne prend pas encore cela en charge, soient à même de comprendre qu'ils peuvent être en addiction dans un jeu, dépenser beaucoup trop, et qu'ils sont pas conscients de ce que c'est que la vie privée, ou qu'est-ce qu'il faut garder encore comme idée de la vie privée devant une machine. Donc c'est important d'aller sur ces sujets dans l'éducation. Là, tu parles à nos cœurs de père, directement. Et puis c'est une fois de plus, c'est ce coup double, c'est-à-dire que c'est les normes pour protéger les consommateurs et citoyens, comme il y a des normes sur les jouets pour les enfants, mais c'est aussi de la pédagogie et c'est aussi de l'accompagnement et de la transmission de la part des chercheurs, des citoyens comme nous, etc. Mais voilà, c'est le job aussi de Trench Tech. Et c'est en intelligence collective. L'intelligence collective, la formation, et nous serons bons. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir partagé cette heure avec nous. Rappelons le titre de ton dernier livre, Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça, paru aux éditions de l'Observatoire. À bientôt, Laurence. On te raccompagne. Pour celles et ceux qui nous écoutent, restez avec nous. On garde un temps privilégié entre nous. C'est le débrief. Merci, Laurence. Au revoir. Merci, Laurence. Au revoir. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Et ben voilà un échange à nouveau bien intéressant avec Laurence de Villers. Moi, je leur dis, je suis tellement content qu'on ait pu avoir Laurence. C'est quelqu'un que je suis, et tous les trois qu'on suit d'assez près. Donc, c'est quand même un vrai plaisir, ce podcast, pour nous trois aussi, que de pouvoir recevoir et échanger directement avec des personnes aussi brillantes. Thibaut, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Clairement, moi, je retiens un point qui m'a bien parlé pour le coup, c'est que on a souvent tendance avec la culture cinématographique, pour reboucler avec
l'introduction, à vouloir faire que la robotique soit un humain. Et en fait, ce qu'elle nous a dit est assez fort. Il faut arrêter de dire que c'est un humain, enfin de se projeter sur de l'humain. C'est autre chose. C'est pas un super humain. C'est autre chose dont il ne faut pas avoir peur, mais ça reste autre chose. Il faudrait lui retrouver un autre nom, mais les méta-humains ou ces choses où on essaye au fur et à mesure de les rapprocher de l'homme, je trouve que c'est... Et c'est tout le problème du marketing des mots. On en a déjà parlé. À coller le mot intelligence qui devrait être totalement réservé à l'humain à quelque chose d'artificiel derrière. Déjà, ça mène une contradiction. Le robot émotionnel, c'est pareil. Ben voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce le problème est déjà là à la base. Intelligence, c'est déjà très discutable. On a bien compris avec Laurence qu'ils étaient capables, ces robots, d'analyser, d'interpréter un certain nombre de choses, ça en fait pas des êtres intelligents. De là à parler de robots émotionnels, on passe encore un cap. Le gars de chez Google qui s'est fait virer cet été parce qu'il avait entraîné une IA et qui lui avait trouvé une sensibilité d'un enfant de 7 à 8 ans, bon bah voilà, on est là aussi. En revanche, c'est pas nouveau du tout non plus ce truc-là. En intro, on en parlait tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau finalement. Vous connaissez peut-être ce phénomène-là, l'effet Elisa. Il date de 1965 et c'était le premier chatbot, donc agent conversationnel, qui était complètement trivial, vous vous en doutez, par rapport aux techno d'aujourd'hui. En bref, sa stratégie, c'était de transformer des affirmations en questions pour relancer les conversations. Bon, et depuis cette époque, on parle de l'effet Elisa parce que déjà à l'époque, les gens disaient « Waouh, mais j'ai l'impression que c'est véritablement un humain qui me parle ». Alors sachez que Elisa est encore en ligne et que quand Elisa a été lancée d'ailleurs, c'était une caricature de la psy. Et il disait, c'est comme, tu peux faire une psychanalyse directement avec Elisa, ce qui est évidemment absolument pas le cas derrière. Mais c'est encore en ligne, Elisa. Allez jouer avec, c'est assez amusant. Ce qui est curieux, justement, c'est dans le terme, on veut reprendre les notions de psychanalyste sur, je mets les guillemets sur l'IA, et au final, on s'aperçoit qu'avec ce temps-là, c'est toujours les choses qui ont progressé. C'est la volonté toujours de rapprocher de quelque chose à l'humain. On parlait de psychanalyse, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'émotion sur quelque chose qui, au final, n'a rien de tout ça, quoi. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans le discours de Laurent, c'est arrêtons avec ces discours-là. Mais parce que, mais parce que, on l'a redit tout à l'heure, il y a une forme d'anthropomorphisme, et surtout associé à notre culture, qui nous a mené aussi à tous ces mythes qu'on a également évoqués, du golem, de Frankenstein, etc., et qui donc nourrit une culture et une perception du robot qui est l'autre, qui est presque notre double, mais diabolique, ou qui devient diabolique parce qu'il nous échappe. Il ne faut jamais oublier que c'est nous qui l'avons créé, et dans le cadre des IA, qui l'avons entraîné, qui l'avons nourri avec nos propres data. Et c'est peut-être là qu'est le véritable problème. Parce que quand on se dit « notre créature risque de nous échapper », c'est qui cette créature ? En fait, c'est nous exacerbés avec nos datasets, avec nos propres comportements et nos pensées limitantes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre d'IA qui ont été mis en ligne ont été débranchés très très vite parce qu'ils devenaient racistes, xénophobes, misogynes, etc. Ouais, et attention quand même au discours, tout était là avant, on en parle depuis très longtemps, etc. etc. Les problèmes très forts liés à l'IA, on voit qu'ils sont quand même très récents grâce à l'explosion de la capacité de calcul, donc grâce à l'explosion d'usage, grâce à l'explosion des données qu'on a aujourd'hui. C'est ça qui fait que tout ça, même si c'était en veille, si ça en sommeil, on pourrait dire, et que c'était déjà là effectivement depuis un moment, mais c'est ça qui fait que ça devient une actualité. Par rapport à cette technique-là. Cambridge Analytica, on pourrait citer tout un tas d'éléments de nudge dans tout ce qui nous entoure et dans toutes les IA qu'on utilise au quotidien sans même s'en rendre compte. C'est pour ça que les questions d'éthique, elles deviennent brûlantes aujourd'hui. Et quand on dit qu'il faut s'en préoccuper aujourd'hui pour demain, mais il faut même s'en préoccuper aujourd'hui pour aujourd'hui, parce que déjà, il y a des problèmes très très forts qui se posent liés à l'éthique de l'usage de l'IA. Elle a donné aussi un autre point, moi, que j'ai retenu, Mick. Je pense que ça doit nous parler énormément, et je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire, mais c'est pas le volume de données qui est important, mais c'est la richesse de ces données. La frugalité est dans l'efficacité. Dans la variété. Ou l'efficacité est plutôt dans la frugalité. C'est variété. C'est justement pour éviter les datasets très WASP qui ont été, d'ailleurs, qui ont fait WASP. Que... très blanc, catholique, homme quadragénaire. C'est ce qui a fait que l'IA d'Amazon a blacklisté un certain nombre de candidatures parce que c'était une IA de ressources humaines et qui n'a pas du tout embauché, qui a mis de côté volontairement tous les CV des femmes parce que le dataset était composé essentiellement d'ingénieurs qui étaient masculins, blancs, 30 ans, etc. Donc effectivement, la variété. Je reviens sur ce que dit Mick. Il a raison. La technique en elle-même de l'intelligence artificielle
est suffisamment aboutie aujourd'hui pour nous placer au pied du mur. Exactement comme avec le réchauffement climatique dans les années 60. Les premiers scientifiques nous alertaient. On a attendu il y a à peine quelques années pour que ça devienne un vrai sujet politique. Et ça, il y en a marre. Combien de temps il va nous falloir pour que ça devienne un sujet de débat public, l'intelligence artificielle, la robotique, etc. Mais tu as raison sur la technique. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'est rassurant, mais c'est que les fondamentaux, les questions fondamentales, finalement, elles datent de l'Antiquité. Elles ont présidé à la réflexion humaine depuis toujours et on semble les découvrir une fois de plus aujourd'hui. C'est clair. C'est ce que nous dit Emmanuel Goffi dans sa chronique Philotech, qu'on n'a pas eu à cet épisode, que vous retrouverez au prochain, de Chronique en Chronique. Mais c'est d'ailleurs le point qui est intéressant, puisqu'il fait aussi le parallèle avec un épisode sur les Smart Cities, mais c'est que au fait, il faut être vigilant dans notre façon d'aborder, et c'est plutôt une réflexion sociétale qu'il faut avoir. Et je pense que c'est ça qu'on a un peu oublié, c'est qu'on a tendance à se laisser porter par les événements plutôt que d'en avoir une réflexion sociétale, et c'est ce qu'il essayé d'apporter aussi dans le débat. C'est un débat public, quoi. J'espère que c'est ce qu'on essaie de porter avec Trench Tech, c'est de ne pas être un podcast sur la technique, mais sur les enjeux de cette technique dans la société. Les enjeux sociétaux, tout à fait. D'ailleurs, peut-être pour boucler un peu ce débrief de l'épisode, Laurence esquissé quelques solutions. Elle nous a parlé de solutions autour du règlement, des réglementaires notamment européens, autour des normes, donc des industries qui se mettent d'accord ensemble sur la manière dont elles vont travailler tout en ayant une supervision extérieure pour être sûr qu'elles ne fassent pas n'importe quoi. C'est une des questions qu'on a vues. Autour de la recherche qu'il faut renforcer, autour de l'investissement aussi dans les entreprises qui vont être les entreprises de l'IA de demain. Et forcément, si on investit dedans, alors on va avoir des leviers pour influer sur la politique et les usages qu'elles vont avoir de l'IA. Ça fait beaucoup de solutions à explorer aussi. Et l'éducation. Et l'éducation. Tu as raison, qui est l'une des bases, effectivement, probablement à gérer en parallèle, les lois et les normes pouvant paradoxalement être peut-être plus rapides à mettre en place. Mais j'entends d'ici les gens, certains en tout cas, ou certaines, hurler derrière leurs oreillettes en écoutant ce podcast. Quoi, encore des régulations, des normes? Enfin, les contradicteurs, il y en a quand même beaucoup sur ce point-là, parce qu'ils disent, oui, alors pour réguler, pour empêcher de développer, etc. Enfin, c'est anticoncurrentiel, c'est ceci, c'est cela. Jacques Priol, dans l'épisode sur la Smart City, nous disait, oui, mais bon sang, la RGPD, c'est là pour nous protéger en tant que citoyens. C'est à vous, entreprises européennes et françaises, de trouver comment, dans ce cadre-là, être plus innovant. Et donc, vous créerez un marché et qui se fera au détriment, à la limite, des GAFAM. Mais là, c'est pareil. C'est exactement ça, c'est tout à fait. C'est le point qui est juste différenciant, c'est ces normes-là et ce que porte Laurence, c'est sur la valeur éthique, c'est pour protéger les citoyens. Donc quelque part, c'est pas si on fait plaisir aux citoyens, quelque part, on fait aussi plaisir potentiel des entreprises, enfin du moins je l'espère. A priori, quand tu achètes une paire de lunettes de soleil qui est à la norme CE, tu sais que tu vas pas te cramer la rétine juste quand tu vas sortir, et donc tu es bien content qu'une norme existe. C'est ça. Quand tu achètes des jouets en bois ou je ne sais quoi à tes gamins, tu es content qu'il y ait des normes et que justement les entreprises, elles aient répondu à un cahier des charges pour faire en sorte que ton gosse s'étouffe pas à la moindre occasion. Ben là, c'est pareil. C'est exactement alors, tu la parlais de te cramer la rétine. Moi, effectivement, j'ai pas du tout envie de me cramer le cerveau avec une IA qui n'aurait pas été du tout éthique. Messieurs, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode et au bout du débrief. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir écoutés. Merci Thibaut, merci Cyril. Merci Mick. Bon moment passé ensemble. Merci Cyril. Et on se retrouve tout de suite pour les 2 dernières minutes de la conclusion. French Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur l'éthique de l'IA et des robots émotionnels n'est pas tout à fait la même qu'au début de l'épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous en soyons les concepteurs, les commanditaires ou les usagers, nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour en rester acteurs plutôt que spectateurs. Trench Tech, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous voulez nous aider, profitez de cette écoute pour nous laisser un commentaire et 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir et vous contribuerez comme cela à propager l'esprit critique pour une tech éthique. Car comme le disait Sacha Guitry, avoir le sens critique, c'est porter le plus vif intérêt à un ouvrage qui, justement, vous paraît en manquer.